Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dont l'idée m'a été donnée sur Twitter puisque je scrollais un peu sur Twitter et j'ai vu passer un tweet qui disait « Quels sont pour vous les pires pôles/victoires de la F1 ?» Et ça m'a fait réfléchir. Alors je me suis dit les pires pôles c'est quand même assez dur parce que quand on fait la pôle c'est quand même qu'on a été le plus rapide dans l'exercice suprême de la F1. Mais les pires victoires, là j'ai eu quelques idées et donc j'ai fait une petite liste que je vais vous dévoiler, c'est une vidéo, voilà, à la cool, où il faudra débattre dans les commentaires, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo en me donnant vos idées pour les pires victoires, en tout cas celles que j'aurais oubliées. Et la première course qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai pensé à cette vidéo, c'est la victoire de Michael Schumacher au Grand Prix des États-Unis 2005. Oui, si vous ne vous souvenez pas de ce Grand Prix, eh ben regardez juste cette image. Oui, il y avait 6 voitures sur la grille et je vais vous expliquer pourquoi. C'est le fameux scandale des pneus Michelin. Il faut savoir qu'à Indianapolis, en fait, on passait par le banking des 500 miles et aussi par un circuit intérieur. Et en fait, Michelin avait ramené un composé de pneus qui ne supportait pas la charge dans le banking étant donné que la piste avait été resurfacée et qu'il y avait des sortes de drains pour mieux drainer l'eau en cas de pluie, parce que sur ovale on ne roule pas sous la pluie et en fait ces drains faisaient que le pneu Michelin s'usait énormément et Ralf Schumacher s'est fait une grosse frayeur en essai libre où il est parti dans le mur, voilà, crevaison dans le mur. Il y avait aussi le troisième pilote Toyota qui avait crevé et lorsque Jarno Trulli est rentré au stand, Michelin avait remarqué qu'il y avait des coupures sur les pneus et en fait les pneus ne tenaient pas, donc il y a eu plusieurs discussions pour essayer de maintenir le Grand Prix, notamment mettre une chicane dans le banking, ce à quoi toutes les équipes étaient d'accord sauf une, Ferrari, qui pour le coup les pneus Bridgestone tenaient dans le banking et donc ne comprenait pas pourquoi on devrait ajouter une chicane suite au fait que Michelin n'ait pas ramené des pneus suffisamment adaptés pour la course, et donc il a été décidé que les pilotes équipés de pneus Michelin, soit 7 écuries sur 10, rentrent au stand après le tour de formation, laissant les 3 écuries équipées de pneus Bridgestone faire la course et une victoire de Michael Schumacher devant Rubens Barrichello et Thiago Monteiro dans ce qui est devenu le Grand Prix de la honte. En termes de victoire un peu honteuse, j'ai également pensé à celle de Max Verstappen au Grand Prix de Belgique 2021. Oui, il y a eu une course qui a duré 4 tours sous safety car. Voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus pour expliquer pourquoi je trouve cette victoire honteuse? Je trouve honteux le fait que ça a été considéré comme une victoire alors qu'en fait il n'y a pas eu de course. Les pilotes ont suivi la safety car 4 tours et puis on a dit en fait non, ça roule pas et voilà. Et c'est tout. Et ouais. Et il y a eu la moitié des points accordés étant donné qu'on a fait plus de 2 tours. Voilà. Pas besoin d'en dire beaucoup plus je pense. On va quand même passer à des courses qui ont réellement eu lieu avec un plateau complet et la victoire de Carlos Sainz au Grand Prix de Grande-Bretagne 2022. Déjà la pole, là je pourrais dire quelque chose sur la pole parce que je la trouve un peu frauduleuse. Il prend la pole certes sous la pluie, belle pole, mais Verstappen et Leclerc avaient 1 seconde d'avance après le deuxième secteur et en fait c'est juste Leclerc qui fait une erreur à Chapelle, voilà, Leclerc fait une erreur à Chapelle, provoque un drapeau jaune, obligeant Verstappen à ralentir, et malgré ça, Max termine à moins d'1 dixième de Carlos, donc voilà, une pole un peu honteuse pour Carlos, ou en tout cas un peu chelou, et la course aussi, elle est très chelou, parce qu'il y a un premier départ, où il se fait sauter par Max, sauf que derrière, étant donné que c'est le bordel avec Russell, Zhou, Gasly, Albon, enfin bref, il y a un quart du plateau qui se met dehors derrière, drapeau rouge avec, vous vous rappelez, Guan Yu Zhou qui était derrière les murs de pneus, dans les grillages carrément avant les tribunes. Donc deuxième départ, cette fois Sainz, encore une fois il s'élance moins bien que Max mais il va le tasser et conserve la tête. Et derrière, il y a Leclerc et Perez qui s'accrochent, les deux ont un aileron cassé, Sergio rentre au stand et Leclerc reste en course et tient le rythme de Sainz et Verstappen. Sainz se fait doubler par Verstappen suite à une erreur dans Chapelle, voilà, il décroche, il coupe le virage et Max passe. Le tour d'après, Max est très lent, suspecte une crevaison et s'arrête alors qu'il avait pris la tête. Et puis là, derrière, on a un Charles Leclerc avec une voiture abîmée, plus rapide que son coéquipier avec une voiture complète, finissant par conduire à la consigne d'équipe de Ferrari,
Carlos laisse passer Leclerc et puis ensuite il y a un safety car provoqué par l'abandon d'Esteban Ocon et Ferrari décide de ne pas arrêter ces deux voitures et d'arrêter Carlos Sainz plutôt que Charles Leclerc. Voilà, à ce moment-là, il y en a un qui se bat pour le titre, l'autre qui chasse sa première victoire. La logique aurait été d'arrêter Leclerc et pas Sainz si tu pouvais pas faire un double stack, et je pense sincèrement qu'il y avait le temps de le faire. À la relance, on a un mec en pneu dur, une voiture abîmée, et derrière son coéquipier en pneu neuf avec une voiture complète. Vous vous dites bien que voilà, Sainz est passé, derrière Leclerc a défendu pour sa vie face à Perez et Hamilton, et une fois que ces deux-là sont passés, ils avaient perdu trop de temps pour remonter sur Sainz, mais Perez et Hamilton étaient plus rapides que Carlos Sainz, Charles Leclerc était plus rapide que Carlos Sainz, Max Verstappen en début de course était plus rapide que Carlos Sainz, et pourtant c'est Carlos Sainz qui s'est imposé. Je vous laisse d'ailleurs regarder le nombre de mécanos Ferrari présents sur le muret des stands lors du passage de Carlos Sainz sous le drapeau à damier. Je pense que ça en dit beaucoup sur le mérite de cette victoire. On enchaîne avec une nouvelle victoire Ferrari et la victoire de Felipe Massa à Spa en 2008, et vous vous direz, quand vous regardez les images du podium, mais pourquoi il n'est pas sur la première marche ? Eh bien, vous aurez raison de vous poser cette question, parce que initialement, le vainqueur de cette course était Lewis Hamilton, et on a eu une belle course à Spa en 2008, une météo changeante, des derniers tours complètement fous, et Hamilton qui s'est battu toute la course, non pas avec Massa, mais avec Kimi Raikkonen, oui, le coéquipier de Felipe, sauf que dans les derniers tours, ça a été un bordel sans nom entre les deux, ça spin, ça se dépasse, ça se recroise, ça décroise, ça se touche, enfin bref, on a eu une bataille assez dingue entre le Finlandais et l'Anglais, sauf que, à la chicane, le bus stop, eh ben il y a eu une passe d'armes entre les deux, et Lewis a coupé la chicane, a rendu la place à Kimi, puis a plongé à la source, doublant le Finlandais, et cette action lui a valu une pénalité de 20 secondes à la fin de la course, parce qu'il n'aurait pas dû redoubler Kimi à la source immédiatement, selon les règles FIA a priori, et donc du coup Massa, qui n'a rien fait de la course, il était parti P2, il n'était pas dans le rythme des deux leaders, et il récupère la victoire sur tapis vert, voilà, comme ça, en n'ayant rien fait. Et voilà, je trouve pas ça très mérité quand on voit le spectacle que les deux devant nous ont fait. À noter que si c'est pas Raikkonen qui prend la victoire, c'est parce qu'il s'est crashé dans l'avant-dernier tour. On reste sur la même saison 2008 et la victoire de Fernando Alonso à Singapour. La victoire du Crashgate, oui. J'en ai fait une vidéo, si vous l'avez pas vue, je vous la mettrai dans la description. Mais pour la faire courte, pour ceux qui connaissent pas, les deux Renault s'étaient qualifiés assez loin, voilà, il peut donc partir de loin, Massa partait en pole position et dominait ce Grand Prix de Singapour jusqu'au crash de Nelson Piquet Jr. qui provoque une safety car, et à l'issue de cette safety car, le leader virtuel c'était Fernando Alonso. Et là me direz-vous, comment a-t-il fait ? Eh bien c'est très simple, en fait Fernando s'est arrêté très tôt dans la course, que beaucoup ont trouvé assez étrange, et en fait suite au crash de Nelson Piquet Jr, la pit lane à cette époque-là était fermée lors des périodes de safety car, et donc si tu rentres au stand t'as une péna, et si tu restes derrière la safety car, Alonso avec des pneus frais, s'étant déjà arrêté, va faire le jump. Il y en a qui ont été obligés de s'arrêter pour des questions d'essence et qui ont donc pris une pénalité. Il y a Massa qui a arraché le tuyau d'essence dans les stands. Il y a... Enfin bref, il s'est passé plein de choses et Alonso a émergé de ça en tête et s'est imposé. Et évidemment que c'était prémédité par messieurs Flavio Briatore et messieurs Pat Simons. Alonso n'a pas été inquiété. Est-ce qu'il était dans le coup ? Est-ce qu'il n'était pas dans le coup ? On ne sait pas. Voilà, et je pense pas que lui-même le dira. Mais voilà, une victoire un peu honteuse puisque la triche a été dévoilée 1 an plus tard. Et sans le crash de Nelson Piquet, Fernando Alonso n'aurait jamais pu remporter cette course. Une belle tactique, mais une belle tactique de chien, et une place méritée dans le top des pires victoires. On retourne chez Ferrari pour les victoires un peu honteuses et la victoire de Michael Schumacher au Grand Prix d'Autriche 2002. Et celle-là, pareil, ça a été l'un des plus gros scandales de la Formule 1, puisque Rubens Barrichello avait fait la pole, avait dominé toute la course et a pilé sur la ligne d'arrivée pour laisser passer l'Allemand. Et c'était une consigne de Jean Todt, une consigne qui avait déjà été passée l'année précédente au même Grand Prix, où Barrichello avait ostensiblement ralenti sur la ligne pour faire
de Michael Schumacher, le deuxième homme de la course en 2001, et Jean Todt l'avait assuré à ce moment-là que en cas de victoire, cette consigne ne s'appliquerait pas. Très bien, cette consigne ne s'appliquera pas si on joue une victoire. Et l'année suivante, en 2002 donc, Jean Todt demande à Rubens Barrichello de laisser passer Michael pour le championnat, alors qu'à ce moment-là, l'avance de Schumacher au championnat est considérable. La F2002 est l'une des voitures les plus dominantes de l'histoire, et pourtant, voilà, Rubens va s'exécuter sur la ligne, Michael ralentit également, mais Rubens met un coup de frein encore plus grand, et Schumacher s'impose pour 182 millièmes devant son coéquipier. Sur le podium, il fera monter Rubens à sa place sur la première marche, chose qui lui vaudra une amende et que la FIA va pas du tout apprécier, puisque Ferrari va prendre pour l'époque une amende record pour cette consigne d'équipe vraiment immonde. On va rester un peu dans l'univers des consignes d'équipe en parlant de Hockenheim 2010 et la victoire de Fernando Alonso devant Felipe Massa, une course, voilà, je l'ai regardé, je l'ai vu cette course, je m'en souviens, et franchement j'avais vu la qualif aussi, la qualif déjà était très belle, la pole position de Sébastien Vettel pour 2 millièmes devant Fernando Alonso, et au départ de la course en fait Vettel il est venu tasser Alonso contre le mur des stands, laissant l'extérieur complètement ouvert pour Felipe Massa qui partait 3ème, Alonso a pris l'intérieur sur Vettel et est passé, Massa a pris l'extérieur et a pris la tête, et à ce moment-là, voilà, Massa menait le Grand Prix, et il le menait plutôt bien, mais derrière, Alonso était plus rapide et ne trouvait pas l'ouverture, et puis Rob Smedley, l'ingénieur de Felipe Massa, lui fera passer cette fameuse consigne. Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message? Alors, c'était effectivement vrai à ce moment-là que Alonso était plus rapide que Massa, et cette consigne avait déjà été passée au Grand Prix d'Australie, sauf que Massa n'avait pas laissé passer son coéquipier, cette fois il le laisse passer, et je trouve ça un peu plus compréhensible que Autriche 2002, où pour le coup Schumacher était leader du championnat, et il n'y avait aucun monde où il allait le perdre, alors que là Alonso se battait pour le championnat, et s'était tendu face au McLaren et au Red Bull, alors que Massa était loin. Je trouve la consigne plus compréhensible, mais c'est moche, c'est quand même très moche, et c'est pour ça que j'ai décidé de placer Hockenheim 2010 dans la liste. On reste dans le champ des consignes d'équipe et la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix de Russie en 2018, un week-end qui était dominé par son coéquipier Valtteri Bottas, toujours très à l'aise à Sochi. Bottas avait pris la pole avec 2 dixièmes d'avance sur Hamilton et dominait le début de course, alors que Lewis, lui, s'était fait doubler par Sébastien Vettel lors des arrêts au stand, un Vettel avec qui il se battait au championnat, et en fait, après que Hamilton ait repassé Vettel de manière assez musclée, suite à une défense musclée de l'Allemand, et ben en fait on a demandé aux deux pilotes Mercedes d'inverser leur position, alors qu'Hamilton il avait à ce moment-là déjà une assez belle avance au championnat, il aurait repris que 3 points en étant deuxième, il en reprendrait 10 en étant premier, et en fait voilà, au 25e tour, Bottas laisse passer son coéquipier et va tranquillement ramener le doublé à la maison derrière Hamilton. Hamilton qui à ce moment-là prend 50 points d'avance au championnat et obtient une balle de titre lors du Grand Prix d'Austin. Finalement, ça sera 2 courses plus tard à Mexico qu'il sera sacré champion du monde. Une consigne qui avait pas vraiment lieu d'être, je trouve. Et ouais, je trouve que ça entache la victoire d'Hamilton, et surtout Bottas était le plus rapide et le meilleur ce week-end-là. On enchaîne avec 3 victoires qui proviennent d'un élément un peu extérieur, et vous allez vite comprendre avec la victoire de George Russell au Grand Prix d'Autriche 2024. Pour vous la faire courte, Max Verstappen était en tête et dominait assez largement le Grand Prix, 10 secondes à peu près devant Lando Norris jusqu'au dernier arrêt au stand. Red Bull a eu un arrêt au stand assez long, coupant l'avance de Max en 2, je crois qu'il y avait 5 ou 6 secondes après, et en fait Norris était beaucoup plus rapide lors du dernier relais et remontait comme une fusée sur le néerlandais. Et au moment de le doubler, doubler Max Verstappen quand on s'appelle Lando Norris, c'est assez difficile. Et donc, Verstappen n'a pas rendu la tâche facile à l'anglais, les deux se sont accrochés, Norris a abandonné, Verstappen est rentré au stand avec une crevaison, donc il est rentré très lentement au stand. George Russell, qui était là, tranquille en 3ème position, les a doublés, et s'est imposé avec une marge assez faible sur Oscar Piastri,
et devant Carlos Sainz, voilà. Vous voyez le mème de Russell sur Twitter, does nothing, gets P2, gets P1, bah voilà, exactement. Il a rien fait pour mériter sa victoire, il a juste profité d'être le 3e homme quand les 2 comptes devant se sont accrochés. Et voilà. Un peu dans la même veine, on a la victoire de Johnny Herbert à Silverstone en 95. Je vais vous la faire assez courte. Damon Hill dominait le début de course. Voilà, il était parti en pole et avait 19 secondes 5 d'avance sur Schumacher lorsque ce dernier s'est arrêté au stand pour faire l'undercut sur Jean Alesi qui était 2e. Sauf que Hill s'est arrêté loin, très loin après Schumacher. Et il est ressorti des stands derrière l'Allemand. Voilà, donc il a refait son retard, et lorsqu'il a refait son retard, Schumacher s'est arrêté une 2e fois au stand. Ok, jusqu'ici vous suivez. Il va ensuite prendre une avance de 27 secondes 5 sur Schumacher, puis va s'arrêter au stand et ressortir dans des stands roue dans roue avec l'Allemand, avec à peu près le même niveau d'essence du coup, et des pneus plus neufs. Et lorsque Hill va tenter de doubler Schumacher, les deux vont s'accrocher, allant dans le bac et offrant la victoire à Johnny Herbert, une victoire qui aurait même pas dû lui revenir techniquement, puisque en fait Johnny Herbert s'était fait doubler par David Coulthard qui avait écopé d'un stop and go pour un excès de vitesse au stand. Donc voilà, Herbert il était 3e, il passe premier, il passe 2e mais virtuellement premier parce que Coulthard a une pénalité, puis gagne. Est-ce qu'on peut appeler ça une victoire méritée ? Je suis pas sûr. On reste dans les années 90 avec la victoire de Jacques Villeneuve au Grand Prix de Hongrie 1997, dans un week-end où le meilleur pilote n'a pas gagné. Schumacher avait pris la pole et a mené les premiers tours avant de se faire dépasser par un certain Damon Hill et son Arrows. Oui, le champion du monde 96 n'avait pas été conservé par Williams à l'issue de la saison et s'était réfugié chez Arrows pour la saison 97 et la Rose, voilà, c'est pas la Ferrari, c'est pas la Williams, il n'y avait aucun monde pour jouer les victoires, mais lors de ce week-end, voilà, on assiste à Prime Damon Hill, il prend la tête et ne la lâche pas jusqu'au dernier tour où la mécanique de son Arrows va le trahir, il va ramper jusqu'à la ligne d'arrivée, sauf que il n'avait pas suffisamment d'avance sur Jacques Villeneuve qui va aller s'imposer avec 9 secondes d'avance sur son ancien coéquipier, mais voilà. Villeneuve, vainqueur de la course, mais le vainqueur des cœurs, c'était Damon Hill ce week-end-là. Toujours dans le même état d'esprit me vient évidemment en tête le Grand Prix d'Espagne 2001 et la victoire de Michael Schumacher. Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas cette course, le Grand Prix d'Espagne 2001 était dominé par un certain Mika Häkkinen qui était en tête avec 40 secondes d'avance. Il allait la gagner et dans le dernier tour, la McLaren s'arrête dans le 2e secteur. Panne d'essence pour le Finlandais et Schumacher qui récupère la victoire. Alors vous me direz, ça fait partie de la course, ça fait partie de la stratégie, mais lorsque tu as 40 secondes d'avance et que tout s'arrête pour toi dans le dernier tour, c'est si cruel. Et voilà, Schumacher lui-même a admis qu'en vrai, bon, il a un peu récupéré la victoire comme ça, mais il n'y a aucun monde où il aurait dû la gagner. On retourne en Hongrie avec la victoire de Heikki Kovalainen en 2008, la seule victoire de sa carrière, et une victoire qu'en vrai il aurait peut-être pas dû obtenir, puisque la majorité de la course a consisté à un duel entre Lewis Hamilton parti en pole et Felipe Massa qui avait doublé l'anglais au premier virage. Massa lui a fait un extérieur sublime et les deux étaient en tête et se tenaient en pas grand chose jusqu'à la crevaison de Lewis Hamilton à la mi-course. Voilà. Ça arrive, mais ça crève pour Lewis Hamilton. Massa dispose alors d'une avance de 20 secondes sur Kovalainen et gère jusqu'à ce que son moteur explose à 3 tours de la fin. Et voilà comment Kovalainen récupère la victoire. Un peu à la George Russell finalement, un peu à la Jacques Villeneuve, un peu à la Michael Schumacher. Là, on va entrer dans la section « Je suis pas sûr de moi », mais c'est ce que j'ai lu sur Twitter et j'avoue que je me dis peut-être qu'ils ont raison. On commence avec le Grand Prix du Canada 2011 et la victoire de Jenson Button dans une course où l'anglais aura été très brouillon pour ne pas dire autre chose. Déjà en début de course, il envoie Hamilton dans le mur. Voilà, un peu à l'image de Norris Piastri cette année. Hamilton se porte à la hauteur de son coéquipier qui, avec la pluie, l'a pas vu, le tasse, l'envoie dans le mur. Abandon de Lewis Hamilton, Jenson qui rentre au stand changer de pneu, c'est un mauvais choix, il est au fond.
Puis drapeau rouge, la course reprend. Il va ensuite aller sortir Fernando Alonso et crever, repartir une nouvelle fois tout au fond. Et puis après une pénalité, 6 arrêts au stand et une stratégie bien sentie sur la fin de course, va aller s'imposer en prenant la victoire dans le dernier tour, suite à l'erreur de Sébastien Vettel à l'entame du deuxième secteur. Voilà, c'est une victoire qui est iconique, certes, parce que c'est le Grand Prix le plus long de l'histoire, plus de 4 heures de course, de temps effectif de course, 4 heures, mais est-ce qu'elle est méritée pour autant ? Alors que Jenson a mis 2 adversaires au tapis, a pris une pénalité, voilà. Je suis pas sûr que la victoire soit tant méritée que ça, et je comprends ceux qui l'ont écrit sur Twitter. On reste avec Jenson Button, et un truc que j'ai vu, j'avoue, j'y aurais pas pensé comme ça, mais la victoire au Brésil en 2012 de l'anglais, ouais, j'avoue, sa dernière, comme ça, j'y pensais pas, et en y réfléchissant, c'est pas con. Parce qu'il part deuxième, se fait sauter par Massa au départ, puis reprend sa place assez vite dans la course. Ensuite, il va aller se battre avec Hamilton pour la tête. Et lorsque les conditions commencent à changer, Hamilton s'arrête pour mettre des inters et Button reste en piste sur ses pneus slick. Il est rejoint en tête de course par Nico Hülkenberg qui va le dépasser. Puis voilà, derrière, il y a des safety cars, etc. Et globalement, on a 3 hommes qui se détachent, Hamilton, Hülkenberg et Button. Les plus rapides, par contre, ce sont Hamilton et Hülkenberg dans sa Force India, les deux qui commencent à s'échapper en tête de course. Hülkenberg fait une erreur, laissant passer Hamilton, et puis lorsqu'il va tenter de l'attaquer au premier virage, va glisser, venir harponner l'anglais, lui casser sa suspension avant, abandon pour Hamilton. Hülkenberg se fait doubler par Button, plus prend une péna, Button s'impose. Voilà, moi j'ai envie de dire qu'en fait il n'a pas fait d'erreur sur la course, il était certes plus lent qu'Hülkenberg dans une voiture inférieure, plus lent que son coéquipier, mais les deux ont fait des erreurs soit de pilotage, soit de stratégie, et pas lui. Donc voilà, je sais pas où me placer par rapport à cette victoire, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Allez, on va terminer avec 2 victoires controversées, puis l'avis d'Anthony qui est absolument frauduleux, je vous laisserai faire le tribunal en commentaire. On commence avec Imola 82 et la victoire de Didier Pironi à Imola sur sa Ferrari, devant son coéquipier Gilles Villeneuve, les Ferrari qui, une fois l'abandon des Renault, se sont battus en tête pour la victoire, ça double, ça redouble, ça double, ça redouble à la Tosa, et en fait, à l'entame du dernier tour, on passe un panneau slow au pilote Ferrari, on assure le doublé, et à ce moment-là, celui qui est en tête, c'est Gilles Villeneuve, père de Jacques, devant Didier Pironi, et Didier décide d'attaquer à la Tosa, passe son coéquipier et s'impose, et les 2 pilotes qui étaient de très bons amis, et sur le podium, quand on regarde la tête de Gilles, wow! On comprend que l'amitié d'entre les deux vient d'en prendre un sacré coup, et cette course va mener au décès de Gilles Villeneuve. Alors, pas la course en elle-même, mais le sentiment que ça a provoqué chez Gilles Villeneuve, puisque au Grand Prix suivant à Zolder en qualification, les 2 pilotes Ferrari sont assez proches au niveau du chrono. Pironi bat le chrono de Villeneuve, Villeneuve ressort le couteau entre les dents pour battre le chrono de son coéquipier, mais va mal s'entendre avec Jochen Mass et va partir dans un accident effroyable. Voilà, le harnais va s'arracher, son casque va s'arracher, il va se faire projeter de sa monoplace et finir dans les grillages. Et voilà, malheureusement, c'est cet accident qui l'a tué, ce ressentiment de haine envers son coéquipier, de se dire il m'a trahi, je vais le battre à tout prix, et c'est ça qui aura causé la mort de Gilles Villeneuve. Et la dernière, c'est la victoire de Max Verstappen à Abu Dhabi en 2021. Bah oui, fallait bien que je la sorte. Un Grand Prix dans lequel, Max n'a pas dominé. Il partait en pole, s'est fait battre par Hamilton au départ. Ensuite, plonge à la première chicane pour essayer de repasser l'anglais. D'ailleurs, Hamilton qui coupe et qui garde la tête. Ça, je trouve que c'est une manœuvre un peu limite. Mais voilà, la Mercedes était plus rapide. La défense de Sergio Pérez qui a ramené Max dans les échappements de la Mercedes, ça n'a pas servi à grand chose puisque derrière Hamilton a de nouveau creusé 15 secondes d'écart. Max ensuite a profité d'une VSC pour s'arrêter au stand et a regagné 6-7 secondes sur Hamilton, mais il y avait toujours une belle marge pour l'anglais jusqu'au crash de Nicolas Latifi. Oui, Nico Goat Latifi. Et puis ensuite,
avec la fin qu'on sait tous, la safety car, les retardataires qui sont pas autorisés à dépasser, puis qui dans l'avant-dernier tour sont autorisés à dépasser. Voilà, une belle polémique cette course, j'en ai fait également une vidéo que je vous mettrai dans la description. Allez, on termine avec la take d'Anthony quand il me l'a donné, j'ai fait mais t'abuses. J'ai dit c'est une dinguerie de dire ça. C'est la victoire d'Olivier Panis à Monaco en 96, oui. Et puis son argument c'était de dire il y a eu 3 voitures à l'arrivée. Voilà, c'était ça son argument. Et je trouve ça assez honteux comme argument quand même. Après à Monaco il y a eu pire, il y a eu la victoire de Patrese en 82, mais là pareil on remonte assez loin. Prost était en tête et spin sur une plaque d'huile après le tunnel. Voilà. Après on a Patrese qui prend la tête du coup suite à ça, qui spin laissant la tête à Pironi qui tombe en panne dans le tunnel dans le dernier tour, Patrese le redouble et gagne. Voilà, je trouve 82 beaucoup plus moins mérité, enfin voilà, je sais pas si on se comprend, mais je trouve que Patrese en 82 mérite beaucoup moins que Panis en 96, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais Anto, désolé, on n'est pas ensemble sur ce coup-là. Voilà, je pense avoir fait le tour des plus grosses, n'hésitez pas à me dire en commentaire donc si j'abuse sur certaines ou si j'en ai oublié, ce qui est évidemment fort possible, donc voilà. C'est une vidéo ouverte à commentaires, donc n'hésitez pas, c'est vous aussi qui faites vivre la chaîne. N'hésitez pas également à liker cette vidéo pour donner de la visibilité et donc qu'on soit encore plus nombreux à débattre, à vous abonner à la chaîne également, à vous abonner aussi à mon Insta et à mon TikTok qui sont dans la description. Et quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.